reste encore un peu dans le domaine artistique. Vu que j'ai passé beaucoup de temps chez nous, je me suis tapé, puis j'ai pas l'intention de... Il y a pas de punch. C'est un drame qui repose un peu, un film qui relate une partie de notre histoire criminelle, mais l'appel sur Illico, c'est vraiment très bon, puis je veux revenir un peu là-dessus. C'est sur les 2 procès qu'on a fait à Mom Boucher dans les années 90. Le premier, la couronne l'a perdu, et le deuxième avec France Charbonneau comme procureur. Oui, celle de la commission Charbonneau. C'est elle qui avait réussi à condamner Maurice Mom Boucher dans un 2e procès. D'abord, c'est très bon. On a moi, j'aime ça des fois dire ça parce que il y a tellement de monde qui nous rappelle à chaque fois à quel point les Américains sont hot, sont meilleurs dans tous les domaines, en chansons, etc. Moi, des fois, ben oui, puis moi, je suis pas un anti-américain, vous le savez. Fait que c'est vraiment très bon ce qui se fait au sud de la frontière. C'est bien correct. Mais on a du talent ici. Ouais. Hey, dans cette série-là, sur les 2 procès donc faits à Mom Boucher, c'est Magali Lépine-Blondeau qui fait France Charbonneau. Elle est vraiment bonne. Elle est excellente. C'est Patrice Robitaille qui fait un peu le chef de la SQ enquêteur. Celui inspiré de Robert Pigeon, là. Exact, l'ancien chef de police de Québec. Pat est excellent. C'est Pierre-Luc Fong qui joue Stéphane Godas-Gagné, qui est le délateur, le stool qui a fait condamner Mom Boucher, lui qui a tué les gardiens de prison. Pierre-Luc Fong est excellent. C'est pas un rôle facile. C'est un salaud. Il tue des gardiens de prison, mais il essaie de se reprendre en devenant délateur. Fait que c'est un rôle que on l'haït au début. Il tue une femme, Diane Lavigne, tout ça, mais il essaie de faire une rédemption, collaborer avec la police, il se fait traiter de rat. Bref, Pierre-Luc Fong, que j'ai trouvé là-dedans que c'était un qui était vraiment très, très bon. Lequel autre aussi que je pourrais nommer? En tout cas, il se fait... Vincent Gratton. Ah, c'est Vincent Gratton qui fait Mom Boucher. Elle, là, riait pas, là. Moi, j'ai ri au début. Fait, ben, Vincent Gratton. Mom Boucher, ça n'a aucun rapport. Ben, maudite merde, il est bon. Il l'a. L'attitude, un peu, ils l'ont un peu, ils ont modifié son look un peu, là. Puis toi, tu le trouves-tu correct? Moi, je trouve que c'est crédible, en Mom Boucher. Je le trouve bon, mais c'est juste, moi, c'était au niveau du gabarit, puis je trouvais que Mom Boucher était probablement plus jeune lors du moment de son arrestation que Vincent Gratton l'est maintenant. Puis là, c'est la deuxième fois qu'on voit quelqu'un qui incarne Mom Boucher, parce que la première fois, c'était vraiment, on l'entendait pas, mais on le voyait dans le film où Luc Picard fait Gérard Galland. OK? Gérald Galland. Gérald. À un moment donné, il est supposé aller tuer Mom Boucher, puis ça marche pas, l'arme s'enraye, puis c'est quelque chose qui s'est passé pour de vrai. Là, où les polices sont arrivés pour intercepter Boucher, c'était ça. Dans un coin de rue de Montréal, il sortait d'un casse-croûte pour aller chez sa coiffeuse. Puis je trouvais que l'acteur, même s'il dit pas un mot, qu'il interprétait physiquement, avait l'air de ce que je pensais être Mom Boucher. Puis Vincent Gratton, physiquement, à part la face... Je pense qu'il est plus petit, un peu, peut-être un petit peu moins carrure, costaud. Ouais. Mais il l'a pareil. Puis dans l'interprétation, c'est là que tu vois que c'est un bon acteur. Parce que Gratton, dans la vie, je pense pas qu'il y a grand-chose d'un Mom Boucher. Là, vraiment pas. Là. Il a l'air d'un gars assez gentil. Plutôt de gauche. Je sais pas si Mom Boucher était de droite. Là, mais ça n'a pas rapport, finalement, comme interprétation. Mais bref, il me faisait pas penser d'instinct à Mom Boucher. Puis il est bon. Ouais, alors, regarde, on est bon des fois au Québec pour se taper dessus, se diminuer, se rabaisser, puis dire à quel point. Mais moi, quand je regarde certaines séries comme ça, je trouve qu'il y a du talent au Québec, puis on fait de la belle télé. Si vous êtes fan de Stats ou autre, là, moi, je suis pas celui qui en regarde le plus, mais là, je suis tombé là-dessus, puis je lève le chapeau. D'après toi, c'est quoi le budget d'une série comme ça, comparé à ce qui se passe à Hollywood, puis ailleurs en Europe? Ils doivent tourner ça rapidement, puis etc. Puis ils réussissent quand même à faire de la télé crédible. On y croit, là. Moi, je savais pas que dans le procès de Mom Boucher, le premier, je vous vends pas un punch, là. Les Rockers étaient assis en avant. Ouais. Puis ils s'étaient séparés ça. Chaque Rockers avait un juré, puis il le regardait dans les yeux pour l'intimider, le fixait pendant tout le temps. T'imagines-tu la tension dans la salle? Je sais pas si ça avait été rapporté, ça, à l'époque. Les Rockers, c'était le club école de Mom Boucher sur l'île de Montréal. Fait que les gars, quand ils ont su que le chef était en procès, ils ont dit on y va, puis là on se fait un plan. Mettons, toi, tu vas spotter le juré numéro 2. Tu t'assieds en avant, puis tu le regardes, tu fais rien. Il n'y a pas de loi contre ça. Mais t'imagines-tu la tension? Tu sais, se faire regarder par un... Il y a un événement là-dedans. Je veux vous parler de ça. Donc, sur Illico, pour ceux que ça tente, mais que ça tente de regarder, on nous rappelle que, à un moment donné, c'est d'ailleurs pendant les procès de Mom Boucher, pour essayer de calmer le jeu, justement, il y a eu la paix entre les Rock Machine et les Hells Angels. Et je veux parler de ça parce qu'on vit actuellement une guerre et on se demande, peut-il y avoir une paix entre BFM et les Hells Angels? D'après toi? Comme il y a eu à l'époque.
J'ai pas l'impression pour l'instant, du moins. Là. Non, puis selon moi, on peut le souhaiter. Nous autres, on n'est pas là-dedans, mais comme observateur, moi, c'est BFM, les Hells, ils font la paix. Moi, je veux juste pas que ça brasse. La business de la drogue, on sait que ça se passe, mais moi, toujours, le citoyen lambda, comme on dit, là, ce qu'il veut, c'est marcher dans les rues en sécurité, sortir d'un bar, puis que ça saute pas, puis qu'on aille la paix. Qu'il fasse de la business en tel que tel. Fait oui, on veut la paix un peu. Est-ce que BFM et les Hells pourraient reproduire ce qui s'est passé dans les années 90, puis ils l'évoquent dans la série? Non. Et voici pourquoi. Dans les années 90, ça s'est passé de même. Mom Boucher puis Fred Fauché. Fred Fauché était le chef des Rock Machines, Mom Boucher, le chef guerrier des Hells. Se sont rencontrés où pour faire la paix? Dans notre cour. Palais de justice de Québec. Ah ouais? Ouais, il y avait loué une salle là-bas, via les avocats. Parce qu'il s'était dit, où c'est qu'on se rencontre dans un lieu? Mais honnêtement, c'est brillant. Où qu'on va, qu'on est sûr qu'on se fera pas... D'abord, il n'y a pas de gun. Tu sais que tout le monde va être désarmé. T'es au palais de justice, il y a de la sécurité, de la police, des juges, des avocats. Regarde, quel innocent va aller préparer un attentat au palais de justice? Fait que Fauché puis Boucher, on sait là qu'on va aller. Puis on va signer la paix. Ce qu'on apprend dans la série L'Appel, comme je vous dis, je vous vends pas un punch, ça a tout déjà été raconté dans des livres, des affaires, c'est que c'est sous pression des Italiens que les Rock Machines et les Hells ont fait la paix. Vous allez voir, on va arriver en 2025 assez vite. Là, on reste dans les années 90. Donc, qui dirigeait les Italiens à l'époque? Vito Rizzuto, le parrain. Et apparemment que le parrain a dit à Mom puis Fauché, gars, c'est assez, là. Pourquoi? Pourquoi, théoriquement, que les motards s'entretuent? La mafia italienne pourrait regarder ça dans les estrades puis dire, allez-y, nous autres, on va juste prendre du territoire. Rizzuto avait peur d'une loi anti-gang trop forte qui aurait fait mal à tout le monde. La rumeur était à l'époque celle-ci. Ils vont renverser le fardeau de la preuve. Alors, ils l'ont pas voté en passant. Peut-être parce que justement, il y a eu la paix. Mais les Italiens craignaient que les politiciens votent une loi. C'est quoi le renversement le renversement du fardeau de la preuve? Je vous explique. Au Canada, on est tous innocents jusqu'à preuve du contraire. C'est aux policiers à faire la preuve que tu es coupable. Là, les politiciens songeaient à l'époque à une loi où ils t'arrêtent, puis ils t'accusent, puis c'est à toi à démontrer que t'étais pas là, puis que t'as pas tué un tel, puis que t'es pas dans la drogue. Tu me suis? Et là, Rizzuto avait peur de ça, puis il serait intervenu. En passant, vous allez dire, hey, c'est chien, ça, le fardeau de la preuve inversé. C'est au gouvernement, c'est toujours au procureur de la couronne à prouver ses affaires. Ben, il y a un domaine où ils l'ont fait depuis longtemps. Tu me suis? Dans quel domaine la preuve est inversée? C'est parce que t'as jamais eu de problème avec eux autres. Moi non plus. Mais au 25-226, ben ouais, il y en a un seul domaine où t'es coupable par définition. Puis s'ils t'accusent, débrouille-toi. Prouve que t'es innocent. Exactement le contraire de devant les tribunaux civils et criminels. Un seul domaine. C'est le terrorisme? Non, bien plus grave que ça, Thomas. Pour un gouvernement, qu'est-ce qui est plus grave que le terrorisme? Qu'est-ce qui est plus grave que n'importe quel crime dans le code criminel? Parce que la preuve, c'est toujours pareil. C'est au procureur de la couronne à démontrer que tu es coupable. Sauf un domaine au Canada puis au Québec. Pensez à ce qui est le plus important pour le gouvernement. L'affaire numéro 1. L'argent. Vous pensez que c'est la protection des enfants puis des... Hey, arrêtez, là. Thomas? L'argent. Donc, dans quel domaine? Tout ce qui est fraude, j'imagine. Non. On pense même pas à ça. Non? L'impôt. Ah, ben oui. Devant la cour de l'impôt, devant le fisc, la preuve est inversée. Le fardeau de la preuve il est sur les épaules du citoyen et non du gouvernement. Si tu reçois une lettre du fisc en disant « Vous nous devez 100 000 », t'es coupable. C'est à toi de démontrer que tu ne lui dois pas 100 000. Pas eux autres. Ils n'ont pas à le faire. Un seul domaine. Hier, je voyais ça que... quand il y a eu la guerre des motards, 150 morts, là, ils ont pensé peut-être dans un domaine inverser le fardeau de la preuve, mais ils l'ont pas fait. Par contre, avec le fisc, si vous devez, puis je dis 100 000, si vous devez 1000 au gouvernement, vous allez savoir. Vous êtes coupable. Ouais. Puis c'est à toi à démontrer, hey, j'ai les chèques, j'ai les papiers, j'ai tous les payés. Dans ce domaine-là, ils se sont baqués, ils sont bons. Alors, ils ont laissé courir la rumeur qui allait faire comme avec l'impôt. Qu'est-ce que tu dis, le Phil? C'est drôle parce qu'au 25-226, plusieurs personnes avaient eu, mais il y a deux personnes qui disaient... Il paraît qu'en environnement, aussi. C'est comme ça. Et tout ce qui est en rapport avec la faune, le braconnage, semble-t-il. Le fardeau de la preuve est inversé. Exact. OK. Vous êtes plusieurs à nous indiquer ça. Je ne sais pas à quel point, là, mais c'est la première fois que j'entends parler. Mais le fisc, effectivement, c'est... Bon, alors, on va arriver en 2025. Donc, il laisse courir la rumeur. Et là, Rizzuto, qui est puissant à l'époque. Rizzuto, tu sais qu'ils l'ont tapé sur son téléphone.
Tu sais, il passait ses journées à faire quoi? Il prenait pas son téléphone. Lui, tu vas le tuer. Fais-moi rentrer 4 kilos de coke. Lui, tu vas l'intimider. Zéro pin bar. Vito Rizzuto passait ses journées au téléphone à faire ceci. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il est rentré sur ton territoire. Je vais l'appeler. Je vais lui dire, pas faire ça. Pas bon. M'en occupe. Non, calme-toi. Je l'appelle. Puis là, il prend son téléphone. Oui, allô, toi? Écoute-moi, là. Là, tu vas pas sur le terrain, sur le café. Non, ça, c'est lui. Ça, c'est pas toi. Est-ce que correct? T'as compris. Merci. Faisait de la médiation. Toute la journée. Oui, alors, il te doit combien? Il te doit 100 000. Ah, arrête. Non, panique pas, respire. Je vais lui parler. Je vais te corriger ça. Arrête, calme-toi. Hey, tu vas aller porter 100 000. Non, tu payes pas de... C'est beau? 100 000 à lui. C'est beau, au revoir. T'as jure? Tu ris? Mais ça n'en promet un. Je suis pas en train de défendre la mafia italienne. Je vous dis qu'à l'époque, il y avait un ref, il y avait un arbitre. Puis contrairement à la NFL, il n'était pas vendu aux Chiefs. Là. Il y avait un vrai arbitre entre... Alors, il n'a plus, la mafia italienne n'est plus là, en passant. Il y a encore une mafia italienne à Montréal, mais je viens de finir un livre là, sur la mafia puis la Maison-Blanche, fort intéressant, ça s'appelle comme ça, la Maison-Blanche et la mafia. Vous lirez sur les Canadiens puis la mafia, c'est super intéressant. Ça vous tente? Mais l'auteur explique qu'effectivement, de nos jours, en passant aux États-Unis, la mafia italienne a perdu énormément d'influence, au Québec aussi. Donc, on n'a plus de Rizzuto, il n'y a plus d'arbitre. Il n'y a personne pour parler aux Hells, à BFM, puis dire asseyez-vous, puis régler vos affaires. À l'époque, c'est Rizzuto, si on se fie à Luc John, donc il avait fait pression sur Boucher et Fauché pour régler ça. Et l'échange, autre quand je vous dis, on s'en va maintenant aujourd'hui, je pense pas que ça va arriver entre BFM et les Hells. D'abord, ça prendra un arbitre pour faire de la pression sur les deux, il n'y en a pas. Et deuxièmement, sais-tu comment ils ont réglé Fauché et Boucher? Patch contre patch. Ça veut dire que les Rock Machines acceptaient d'échanger une patch d'un Rock Machine, ça équivalait à une patch d'un Hells automatiquement. Sans l'affaire de prospect puis hang around, oublie ça. Tu rentrais direct. Oui, et c'est comme ça qu'ils sont rentrés. Il y a des Hells à Québec ici, que c'est des anciens Rock Machines. Là. Mm-hmm. Paul Sasquatch Porter, lui, ils ont tiré dessus 3 fois en passant. Ils n'ont jamais réussi à le tuer. Sasquatch, immense. Les rencontrés en personne dans un show de bikers à Montréal. Là. Moi, j'allais dans les shows d'Harley-Davidson. C'était intéressant. Je ne suis pas un fan de moto, mais c'est là que tu voyais l'action parce que tous les groupes de motards étaient là. Puis je l'avais croisé, Sasquatch Porter. Il vendait des T-shirts. Impressionnant. C'était sérieux. Lui, là, c'était un rock machine, un des plus gros guerriers. Il virait Hells Angels du jour au lendemain. Patch contre patch. Ah, aujourd'hui, il ne peut pas faire ça. BFM, ils veulent pas de patch. Mm-hmm. À l'époque, les Rock Machines, c'était des motards. On oublie qu'il y avait des Harley-Davidson, un peu moins, mais c'était des motards. Les gars, les patchs, tout. Fait que c'est pour ça qu'ils ont été capables de faire la paix. Parce que c'était 2 types de criminels, oui, rivaux, mais qui avaient un peu les mêmes valeurs, les motards, etc., un peu. BFM et les Hells ne pourront pas faire la paix parce qu'ils sont complètement à l'opposé. C'est 2 cultures totalement différentes. Penses-tu que les gars de BFM veulent des patchs des Hells? Selon moi, non. Je sais pas. Là. Il y en a peut-être là-dedans. Peut-être qu'il y en a qui... Regarde, j'ai pas l'impression, contrairement, quand c'était motard contre motard, BFM, elle, c'est pas vraiment la même catégorie de gens. Les Hells Angels, ça a été fondé en 1948 à Oakland. Ça fait longtemps, là. Par des rebelles, par des anciens militaires. C'est le film qui a beaucoup inspiré ça, c'est Easy Rider avec Jack Nicholson et... en fait, le père de l'autre, là. Dennis Hopper est là-dedans. Oui, c'est ça. Puis t'as pas Henry Fonda, mais... Oui, c'est ça, Henry Fonda, le père de Jane. C'est pas Henry, c'est le fils d'Henry. Ah ouais? Ouais. Oh, OK, je sais que t'es meilleur que moi. Es-tu relié avec Jane Fonda, lui? Oui, je pense que c'est son frère. Ce film-là, Easy Rider, date de quoi? Je vais dire ça à l'instant. C'est tellement différent, les Hells BFM. C'est 2 mondes. Alors, donc C'était Peter Fonda, puis c'était en 69, Easy Rider. Bon. Alors, c'est en 69, le film qui a un peu propulsé ce mode de vie-là rebelle. Fondé en 48, c'est des amateurs de moto Harley-Davidson. Harley-Davidson, là, va faire un tour chez... J'en connais plein qui trippent Harley. Ils ont pas mal tous 40, 50, 60, 70 ans. Là. Pas sûr que les jeunes trippent Harley-Davidson tant que ça. Leur tune, c'est quoi leur tune, leur musique, eux autres? Ben, une des tunes qu'on a associées souvent aux Hells Angels, regarde, c'est celle-là. Born to be wild. Born to be wild. Steppenwolf, Born to be Wild, ça c'est une tune que les motards, les bikers ont toujours aimé. Fait que c'est dans leur univers, le rock'n'roll, les patchs, les motos, rebelles. Là, BFM, penses-tu que les gars de BFM, ça écoute beaucoup Steppenwolf?
que ça tripe sur moto, puis le fait Easy Rider, puis ça. C'est deux mondes. Moi, je suis juste... J'observe ça. Il peut pas y avoir de paix, il peut pas y avoir d'alliance. C'est pour ça qu'on a un choc. C'est un choc de deux groupes criminels, mais c'est aussi un choc des cultures. Les gars, ils écoutent du rap. Moi, je pense que BFM, il y avait même une vidéo, à un moment donné, c'est des faits que je vous donne là, de Dave Pic-Turmel, qui évolue... Il figure dans la vidéo. Figure dans une vidéoclip de rap. J'ai pas trouvé cette chanson-là, mais on en a trouvé d'autres que c'est des gens qui circulent, je pense, un peu autour ou tout ça. C'est le rappeur Cupidon, là, il était associé un petit peu avec lui. Là. C'est la chanson J'ai mon blick. Ça parle vraiment de criminalité. J'ai mon blick, j'ai mon stick. Je fais mon fric et je deviens riche. Moi tant que le compte est plein, frérot je peux pas me plaindre. J'arrêterai devant rien, le bif je le mange, je suis pas... On vient. C'est pas la même affaire. Il y a une autre différence fondamentale. Je veux pas faire un grand portrait sociologique, mais on parle de musique, on parle de style, et il y a aussi le facteur ethnique. Les Hells Angels, c'est blanc à 100%. Il n'y a jamais eu aucune diversité, minorité. Lui qui s'est rapproché le plus haut, c'est Gregory Woolley, qu'on a assassiné il y a pas longtemps. Il n'y avait pas eu ces patchs? Des Rockers. Ah, des Rockers, OK. Pas des Hells. Parce que tu pouvais avoir chez les Rockers, c'est un club école, ça a été formé par Mom Boucher, il n'y avait pas de règlement vraiment, puis Woolley a eu ses patchs, mais c'est le seul. Des Rockers, il n'y a jamais eu personne de patché de couleur. Alors que chez BFM, gang de rue, etc., il y a un facteur ethnique de toutes les origines. Il y a même des groupes criminalisés qui mettent de l'avant-plan, je pense, leur ethnicité. On peut dire ça de même. Il y a un groupe qu'on nous a présenté comme étant Arab Power. C'est assez clair. Alors, on voit que c'est assez clair un peu. Alors, tu vois le choc des cultures un peu? Il n'y aura pas de réunion au Palais de justice de Québec entre le chef de BFM et des Hells. Puis ils ne pourront pas signer une entente de partage ou etc. D'ailleurs, apparemment que des gens auraient essayé des négociations puis ça n'a rien donné. Et je pense que c'est dû à ce que l'absence d'arbitre, s'il y avait un arbitre pour faire de la pression, il n'y en a pas. S'il y avait des cultures un peu similaires, il n'y en a pas. Fait que je pense que la guerre, malheureusement, n'est pas terminée. On verra.